Une épopée au goût d'inachevé. C'est en ces termes que nos confrères du journal Le Monde évoquent le parcours des Bleus dans la Coupe du Monde de football. Laquelle Coupe du Monde s'achèvera ce dimanche par un choc entre l'Espagne et l'Argentine, tenante du titre. Pas de troisième étoile donc pour l'équipe de France, mais une popularité intacte à en juger par les rassemblements de supporters, les débats, les discussions, les pronostics lancés au hasard, y compris dans les publics les moins familiers du ballon rond. Si la ferveur footballistique demeure, Coupe du Monde après Coupe du Monde, c'est d'abord parce que ce sport est pratiqué d'un bout à l'autre de la planète, dans toutes les catégories sociales. Et ce, malgré les scandales autour de la FIFA et les critiques virulentes du football business qui ont rythmé l'actualité ces derniers mois et ces dernières années. Alors, la popularité du foot est-elle vraiment à toute épreuve ? Nous en parlons avec trois invités. Jean-François Villotte, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en studio. Vous êtes directeur général de la Fédération française de football, la FFF. Haut fonctionnaire, ancien directeur de cabinet du ministre des Sports Jean-François Lamour. Pim Verschuren, vous êtes avec nous à distance. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialisé sur la gouvernance, l'intégrité et la géopolitique du sport, maître de conférence à l'université Rennes 2 en management du sport. Seguir Lazri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue du sport, rattaché au laboratoire Printemps de l'université de Versailles-Saint-Quentin, chroniqueur sport au Nouvel Obs. Merci à tous les trois d'être avec nous au micro de Questions du soir. Pedro Porro s'appuie sur Dani Olmo, le 1-2 qui fonctionne et le 2-0. Un modèle de jeu collectif, modèle de séquence collective pour la Roja. Les joueurs sont anéantis parce que voilà, on avait beaucoup d'ambition, même s'il faut être aussi logique et reconnaître qu'aujourd'hui on a été un ton en dessous sur le plan technique face à une équipe qui a bien maîtrisé son sujet. Voilà. On était fiers, on était contents, on était tous ensemble. Ça a réuni vraiment la France tout l'été et de se faire sortir comme ça, surtout le 14 juillet, ça fait mal. Dégoûté, mais bon, c'est comme ça, on peut pas gagner tous les jours. Dès le début du match, on a été un petit peu en deçà dans tous les compartiments du jeu, donc malheureusement, on mérite la défaite. Voilà quelques instantanés du match du 14 juillet dernier et donc l'élimination de l'équipe de France par la sélection espagnole au risque de remuer le couteau dans la plaie. Alors je voudrais débuter cette émission par un chiffre, 20,2 millions. C'est le nombre de téléspectateurs de ce match. C'est la meilleure audience depuis la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Donc une déception, mais le football rassemble encore des foules immenses. Et c'est même le seul sport capable de le faire. Jean-François Villotte, que retenez-vous de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France ? Alors d'abord, vous avez évoqué l'épopée. Oui, vous avez raison, c'est une double épopée. D'abord parce que l'équipe de France est arrivée dans le dernier quart. Ça n'est pas donné à toutes les équipes. Il y avait 48 équipes engagées. Il en restait 4. C'était la première fois d'ailleurs qu'il y avait une Coupe du Monde dans ce format. Autant d'équipes et de matchs, plus de 100 matchs. Bon, donc déjà une épopée, puis la manière, et puis l'engouement, et puis le soutien populaire qui s'est noué autour de l'équipe de France. Et puis l'épopée de Didier Deschamps. Voilà, il y avait un élément supplémentaire. C'est la dernière fois que Didier Deschamps était le coach de cette équipe de France. Donc c'est un élément important. Et puis des éléments également de duel. Le duel Mbappé-Messi, le nombre de... Donc bref, tous les éléments étaient réunis. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est déjà constaté, vous savez, dans le passé derrière l'équipe de France de football. Les 3 matchs qui ont fait le plus d'audience au monde, plus d'1,2 milliard de spectateurs dans le monde. Ce sont les finales qui ont opposé la France à la Croatie, la France au Brésil et la France à l'Argentine. Les 3 meilleures audiences mondiales ont toujours été des matchs avec l'équipe de France. Donc, il se joue quelque chose, et on aura l'occasion d'en reparler, derrière l'équipe de France, qui dit également quelque chose sur ce qu'est la réalité du football en France. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. On va développer tout ça, effectivement. Alors, Seguir Lazri, de votre côté, j'imagine que vous avez regardé ce match. Quelles impressions en retirez-vous après donc, ce parcours des Bleus et cette élimination prématurée ? Alors, on peut retenir beaucoup de choses. Et ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette Coupe du Monde et dans ce qu'on pourrait effectivement appeler une épopée, enfin, toutes les
on va dire que toutes les équipes vivent une épopée et tous les sports sont traversés par des récits. C'est plutôt la dimension, plutôt la multidimension de ce parcours, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'inscrit à la fois dans un parcours sportif, mais aussi dans un rapport politique très important et un rapport sociétal aussi assez évident. Et ce qui est très particulier, je pense, pour cette Coupe du Monde, c'est à quel point peut-être l'équipe de France a mobilisé, a suscité de vives tensions à la fois effectivement sur le plan sportif, parce qu'on l'a estimée éblouissante, on parlait d'un héritage. En fait, on avait même l'impression qu'on restituait tout le parcours sportif. On avait à la fois Zidane et Platini en parlant de Michael Olysée, mais aussi sur le plan à la fois politique et sociétal, on s'est aussi rendu compte qu'effectivement, il pouvait être aussi l'objet de certaines stratégies, je dirais, politiques de la part de plusieurs acteurs, hein, pas simplement les acteurs. Il faut penser déjà aux propos tenus par la sénatrice paraguayenne, à l'ancien Premier ministre Rajoy, qui effectivement s'en est pris directement à l'identité même de ce qui constitue l'équipe de France, à cette exemplarité de vivre ensemble, d'intégration sociale. Ça, c'est quand même assez évident et sur lequel justement les joueurs ont dû répondre. Et donc le capitaine, en l'occurrence Kylian Mbappé, lui, qui a dû prouver sur le terrain en marquant des buts et donc affronter en quelque sorte Lionel Messi dans un rapport à distance, a dû aussi affronter des acteurs politiques aussi à distance, et donc ça donne une dimension tout autre en fait, et une dimension peut-être un peu plus grande à ce joueur. Alors là, on parle des enjeux politiques autour du football qui dépassent largement le football à vous entendre, si on vous comprend bien. Mais alors, je voudrais revenir sur le mot épopée que vous avez prononcé, sur lequel on insiste un petit peu dans le début de cette émission. On est en réalité jamais loin du tragique dans le football. C'est ça qui est intéressant aussi. Bien sûr, il y a une notion de dramatique. Alors là, pour le coup, je citerai d'ailleurs un anthropologue qui a mis ça quand même en exergue de manière assez significative, qui s'appelle Christian Bromberger, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le football, la bagatelle la plus sérieuse du monde. Et donc, en ce sens, effectivement, le récit sportif et le récit footballistique permet justement aux spectateurs qui adhèrent aussi, effectivement, qui adhèrent à ce spectacle, de traverser tout un panel émotionnel. C'est-à-dire que dans la dramaturgie du football, en quelque sorte, on vit toute la palette des émotions humaines sur 90 minutes, au même endroit, au même instant. Alors, pas forcément dans un stade, mais aussi avec des gens qu'on côtoie, ou qu'on côtoie de manière assez légère, et puis finalement, on va tisser du lien social. Et il y a cette question notamment de créer ensemble de la mémoire collective, et donc de fait aussi de revigorer le lien social. C'est un rite qui permet à la société de se retrouver. Alors Pim Verschuren, même question pour vous. Que retenez-vous de ce parcours des Bleus en Coupe du Monde sur le plan de cette ferveur intacte? Est-ce que c'est la même chose tous les 4 ans et qu'est-ce qui pourrait peut-être singulariser cette Coupe du Monde? Disons qu'on voit depuis maintenant une trentaine d'années qu'effectivement cette ferveur tend à grandir dans les chiffres de retransmission télévisuelle, de personnes qui ont pu regarder les matchs. Là, actuellement, on a les chiffres qui sont tombés sur les métadonnées qui ont été sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, on est en augmentation très forte, le nombre de paris sportifs sur la compétition. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, toute la commercialisation, la médiatisation de cette Coupe du Monde masculine tend à croître de façon exponentielle, quelles que soient les controverses que l'on peut avoir, comme on a pu avoir au Qatar il y a 4 ans, ou cette année aux États-Unis, au Mexique, Canada. Donc on voit qu'effectivement que cette ferveur est grandie et qu'elle s'accompagne d'une médiatisation, commercialisation toujours plus grande de cette compétition. Alors, il faut faire un commentaire sur les conditions dans lesquelles cette Coupe du Monde, justement, s'est déroulée. Donc, des matchs très espacés, déjà géographiquement, entre le Mexique et le Canada. Des prix d'entrée aussi assez prohibitifs pour des supporters désireux de suivre le parcours de l'équipe de France. On a vu aussi, alors ça c'était plus étonnant, des nouveautés, y compris dans le cours du jeu. Je pense en particulier aux pauses fraîcheurs qui ont donc rythmé les mi-temps, qui ont permis assez opportunément des pauses publicitaires pour les sponsors. Donc un nombre inédit d'équipes, je le disais, 48 au lieu de 32 précédemment, donc des 16e de finale. Et puis alors, Gianni Infantino, patron de la FIFA, a même évoqué récemment la possibilité d'une Coupe du Monde à 64 équipes prochainement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même derrière ces chiffres, Jean-François Villotte, une espèce de folie des grandeurs du football contemporain? Alors, écoutez, je pense qu'il faut tout de même relativiser vos propos. Oui, c'est derrière ou à peu près au niveau des Jeux Olympiques le plus grand événement sportif mondial.
Bien. Le parti pris en augmentant le nombre d'équipes, ça a été de mondialiser encore davantage en permettant à davantage de pays de participer à cet événement. Je voudrais dire d'ailleurs que les pays qui ont participé pour la première fois à la Coupe du Monde n'ont pas été ridicules. Il y a très peu de scores totalement asymétriques. Hein, le Cap-Vert, le Qatar, qui ont pris des scores compliqués à gérer contre eux, mais pour le reste, il y a eu des équipes qui ont été parfaitement au niveau. Donc, le fait d'augmenter le nombre de participants, ça peut poser d'autres problèmes qu'il va falloir aborder frontalement, c'est les problèmes environnementaux. Ça, je pense que ça interroge à la fois le format d'une compétition comme la Coupe du Monde de football, mais plus généralement toutes les grandes compétitions sportives internationales. Et ce défi-là, il est absolument fondamental. Bien. Sur le prix des billets, évidemment, nous sommes exprimés en disant que le prix des billets était excessif. C'est parce que nous nous sommes exprimés sur ce sujet qu'on a obtenu un contingentement trop faible de billets à 60 €. Donc sur les 5000 billets à peu près par match que la fédération a pu commercialiser auprès de ses supporters, il y avait à peu près 10% de ces billets qui étaient à 60 €. C'est trop peu. Bien. N'empêche que les stades étaient pleins à 99%. Je veux dire par là... Donc le succès populaire est au rendez-vous, c'est ce que vous dites. C'est aussi une réalité populaire. Je ne sais pas. Cas, oui. Derrière les écrans, oui. De dans les stades, compte tenu des coûts de déplacement, de coûts d'acquisition, mais il y avait 99% des billets qui étaient commercialisés et les gens étaient présents dans le stade. Je voudrais revenir d'un mot, parce que je ne voudrais pas l'oublier, sur les propos absolument inacceptables, racistes, qui ont été tenus à l'endroit de l'équipe de France. Vous avez cité les propos de la sénatrice paraguayenne. Il y a les propos, vous l'avez évoqué, de l'ancien Premier ministre espagnol. Ces propos sont condamnables et doivent être condamnés. C'est la raison pour laquelle la fédération a procédé à des signalements au parquet, parce qu'il faut qu'il y ait des poursuites. Et le vrai sujet d'interrogation, c'est comment explique-t-on, comment est-il possible, quelle est l'ambiance qui a autorisé de tels propos, qui l'a facilité. Donc je pense, là, on doit avoir une interrogation et une condamnation extrêmement ferme. Après, le discours sur la mondialisation, la financiarisation, j'allais dire, c'est presque un discours convenu. Si je peux me permettre. Il y a toujours eu... Vous reconnaissez que c'est quand même légitime de poser ces questions. Vous parlez vous-même de questions environnementales posées par l'organisation. Si on s'en tenait là, on passe à côté de la réalité sociologique du football. Voilà. Le phénomène culturel qu'est le football. C'est un phénomène culturel de première importance, qu'en France, on néglige absolument. C'est soit vulgaire, soit le synonyme de cette financiarisation qui doit être condamnée. Je pense qu'il faut en revenir à quelques fondamentaux. Pourquoi il y a 22 millions de Français derrière leur écran? Pourquoi il y en a 11 millions à 11 h du soir pour suivre un match qui n'était pas parmi les plus intéressants? Et pourquoi c'est d'une certaine façon particulière à la France? Je citais les 3 plus grandes audiences mondiales. Qu'est-ce que ça dit du foot en France? Mais on va commenter, j'imagine, cette réalité sociologique. Alors, Pim Verschuren, vous êtes toujours avec nous à distance. Alors, donc, sur cette folie des grandeurs, alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Villotte. Il n'y a pas de folie des grandeurs, c'est le cycle normal des choses, cette Coupe du Monde? Ouais, on le voit bien en France, mais encore plus dans d'autres pays, la ferveur populaire autour des matchs et le fait qu'un nombre très impressionnant de personnes vont regarder, suivre les résultats. Après, la question, c'est dans quelle mesure est-ce que cette ferveur populaire est instrumentalisée par la Fédération internationale à travers des pauses fraîcheurs dans des stades pourtant climatisés pour mettre toujours plus de pubs devant les téléspectateurs. Donc ça, on peut se poser la question légitimement, je pense, de cette commercialisation qui peut paraître exacerbée parce qu'on passe d'un sport à mi-temps à un sport à quart-temps sans consultation des parties prenantes. Je ne dis pas que les consommateurs du football auraient refusé catégoriquement ces pauses fraîcheurs, mais en tous les cas, la FIFA a pris ses décisions majeures pour le format des matchs de football, tout comme le fait que la mi-temps de la finale qui sera diffusée dimanche va être agrandie, ou la billetterie dynamique. Enfin, il y a des décisions extrêmement importantes qui ont été prises ces derniers mois, sans aucune concertation ni avec les parties prenantes externes comme les
téléspectateurs, ni avec les parties prenantes internes, comme les joueurs de football eux-mêmes. Donc je crois que c'est les questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui sur le cadre de régulation de ce sport, qui certes est le plus populaire au monde, on ne peut pas le nier, mais qui est gouverné aujourd'hui par quasiment une seule personne à la tête de cette FIFA, qui est une association de droit suisse, qui n'a très peu de comptes à rendre, enfin qui ne rend compte à personne aujourd'hui. Et toutes ces décisions qui ont été prises de façon tout à fait unilatérale ces derniers temps, alors qu'il dirige le sport le plus populaire au monde, et qui concerne donc des millions, voire des milliards de pratiquants et donc de consommateurs, c'est ce décalage, je trouve, qui pose aujourd'hui question. Sagar Lazri sur ces questions justement autour des conditions d'organisation de cette Coupe du Monde. Il y aurait beaucoup à dire, et je pense que là, ce qui a été dit précédemment est quand même riche d'analyse. Sur quoi on pourrait vraiment revenir, c'est plutôt effectivement l'influence politique que peut avoir le contexte, notamment américain. Parce que là, on a évoqué l'idée que les stades étaient remplis. Ça n'empêche pas qu'il y ait des disparités entre les publics. Effectivement, c'est pas forcément alors pour le coup, aux États-Unis, c'est pas forcément le public amateur de ce qu'on appellerait le soccer qui s'est vraiment et véritablement retrouvé dans les stades. Et on a eu même bien pire que ça, c'est-à-dire que les membres de la société américaine qui sont concernés par le soccer ou ce qu'ils appellent communément le football, parce qu'il y a une forte communauté latine et notamment aussi des Caraïbes aux États-Unis, elles, au contraire, ont été même plutôt, on va dire, les victimes en quelque sorte de cette Coupe du Monde, parce que c'était pour beaucoup impossible pour elle. Alors, il y a une pléthore de reportages et d'analyses qui ont été faites dessus. Très compliqué pour elle de se rendre au stade, de se rendre aux abords des stades. Il y avait cette peur constante, notamment d'être peut-être potentiellement contrôlé par la ICE. Donc, il y a un contexte... La police des frontières. La police des frontières, effectivement, désolé. Et il y a cette idée quand même que finalement, c'est une Coupe du Monde un peu sous tension. Et tous les faits aussi médiatiques très importants, à savoir les contrôles qui ont été faits vis-à-vis des joueurs, notamment issus de certains pays qui sont stigmatisés par les États-Unis, ou encore un arbitre, donc un officiel encore, qui vient sous l'égide, en l'occurrence de la FIFA, qui lui, du coup, se voit totalement refoulé du territoire et privé finalement de quelque chose qui est de l'ordre professionnel, de sa profession. Et puis enfin, le carton rouge aussi, effectivement. Alors voilà, c'est une affaire sur laquelle je voulais vous amener, mais donc la FIFA a mise en cause pour une ingérence supposée. Donc alors, on peut rappeler de quoi il s'agit? Alors il s'agit simplement, en fait, le président américain Donald Trump a demandé à la FIFA et plus précisément à Gianni Infantino d'annuler, enfin du moins de déplacer le carton rouge attribué à un joueur, Folarin Balogun, en l'occurrence, qui allait jouer un quart de finale contre la Belgique. C'est un match important, un match coup près. Exactement, un match à élimination directe, comme on appelle ça. Et donc, cette requête a été acceptée. Alors, ce n'est pas la première fois. En 62, il y avait le président brésilien qui avait demandé aussi ça vis-à-vis de Garrincha, l'immense gloire du football brésilien, sans qui, justement, même peut-être la Brésil n'aurait jamais gagné cette Coupe du Monde. Ça, c'est pour l'anecdote historique. Néanmoins, c'est pas le premier fait. Mais là où c'est plutôt incroyable, c'est que en fait, le président américain ne se cache pas de cette situation-là et s'en sert en quelque sorte comme un outil de capitalisation. Et pour montrer en quelque sorte à quel point, justement, il a une forme de mainmise et comment le contexte américain influe sur cette organisation-là. Et on voit très bien qu'il y a très peu de commentaires qui ont été faits et on se rend compte que finalement, cette Coupe du Monde a été plus ou moins gagnée par Donald Trump avant même le début de la compétition. Alors Jean-François Villot, ça porte quand même un discrédit assez important, cette affaire de carton rouge et d'intervention de Donald Trump auprès de Gianni Infantino. Alors plusieurs remarques. Comme ça vient d'être rappelé, effectivement, il y a la possibilité de reporter les effets d'un carton rouge. Je veux dire, c'est pas une ça information. existe, donc c'est bien un règlement. Ça n'est pas une information, c'est pas une innovation réglementaire, ça existe. L'interrogation, c'est est-ce que c'est justifié et dans quelles conditions ça a été décidé. Voilà. Et le président de la fédération française s'est exprimé en disant qu'il avait une interrogation sur le sujet et qu'il entendait qu'il y ait des réponses sur cette interrogation. Bon, ça n'a pas porté chance à l'équipe américaine. Un mot quand même parce que c'est un sujet important sur ce rôle de régulation de la FIFA. C'est un régulateur privé, ça a été rappelé, le statut d'association de droit suisse, etc. C'est un régulateur privé qui doit être reconnu dans son rôle de régulation, quelquefois par les autorités publiques, et notamment en Europe. Et il y a, et je pense qu'il faut y être attentif, une jurisprudence maintenant assez constante de la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaît qu'il puisse y avoir un régulateur privé du football,
qu'il puisse même prendre des décisions de régulation qui dérogent au droit européen, à partir du moment où c'est adapté, proportionné, d'intérêt général, etc. Mais enfin, ce rôle de régulateur privé, il requiert que le régulateur lui-même soit transparent et vertueux. Et ça, c'est rappelé par la jurisprudence. Donc, en somme, il faut que ces organisations internationales, ça ne concerne pas que la FIFA, soient attentives à ne pas scier la branche sur laquelle elles sont assises, c'est-à-dire si elles veulent assumer un rôle de régulation, alors que ce sont des organisations privées, alors il faut qu'elles soient attentives à leur transparence et à leur mode de fonctionnement interne. Après, il y a une responsabilité politique, je voudrais tout de même le souligner, en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de droit dérivé en matière de sport depuis le traité de Lisbonne ? Pourquoi est-ce que le fameux modèle européen du sport n'a jamais fait l'objet d'une intervention politique ? Il n'y a pas de droit dérivé en matière de sport. Et donc, évidemment, ça laisse une place totale à la régulation privée. Donc, ce sont des sujets importants. Et donc, il faut évidemment que les régulateurs privés soient attentifs à leur transparence et à leur mode de fonctionnement. Alors, Pim Verschuren, est-ce que vous partagez ce constat qui vient d'être dressé par Jean-François Villotte ? Oui, tout à fait. Sur le sujet là, du carton rouge dont l'effet suspensif a été annulé, c'est très intéressant d'un point de vue scientifique parce que depuis des années maintenant, on a bien vu dans les analyses statistiques que en fait, les consommateurs du football dissociaient tout à fait les matchs de football des régulateurs, donc à savoir des fédérations, et en particulier la FIFA, où effectivement les scandales à la FIFA ne touchaient pas l'attrait pour les matchs. Et on l'a vu très clairement pour le Qatar 2022, où effectivement, je l'avais rappelé en début d'émission, il y a eu de nombreuses controverses, mais dès que le coup d'envoi du premier match de la Coupe du Monde a été donné, ben voilà, tous les médias et toute l'attention médiatique et les consommateurs du football se sont connectés pour la Coupe du Monde et ont oublié un peu les controverses. Là, cette fois-ci, cette année, avec cette Coupe du Monde, les controverses et les conflits d'intérêts, les ambiguïtés, l'opacité des procédures de politique et de régulation du football ont touché le terrain. Imaginez si les États-Unis avaient gagné le match contre la Belgique. Imaginez si ce joueur qui aurait dû être suspendu avait marqué et permis la victoire et la qualification des États-Unis. On serait passé à... Je ne sais pas ce qui lui serait passé, mais là, il y aurait eu véritablement un scandale dont les effets sont imprévisibles aujourd'hui. On ne le saura jamais. Mais la FIFA, elle a échappé de belle. Et on voit aujourd'hui finalement que cette controverse, il y a quelques jours, est finalement retombée. Et que là aussi, peut-être que ce énième scandale, on peut parler d'un conflit d'intérêts, voire de corruption, même si je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y en aura certainement pas, puisqu'effectivement la régulation nuit aujourd'hui au fait qu'il y ait un regard et des enquêtes autour de la FIFA. Mais cela souligne effectivement le vide juridique dans lequel opère la FIFA. Et effectivement, ce rôle de régulateur qui a été reconnu par le législateur européen, ça c'est sûr, et par les cours de justice, le problème c'est que ce rôle de régulateur, il est aujourd'hui mis en conflit d'intérêts avec tous les intérêts commerciaux justement que la FIFA cherche à exacerber, mais aussi le rôle de juge antidopage, puisque c'est la FIFA qui fait procéder au contrôle antidopage par exemple. Donc il y a vraiment une situation de conflit d'intérêts qui n'est pas contrebalancée par la vertu et la transparence. C'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, notamment ou en particulier sous la présidence d'Infantino maintenant depuis 4 ans, qui se présente l'année prochaine à un 4e mandat, qui joue avec les statuts de la FIFA alors qu'il n'aurait pas pu se représenter. Oui, il y a une discussion sur le fait de savoir s'il a le droit parce qu'il a pris son premier mandat à titre d'intérim, c'est bien ça. Exactement, mais il n'y a pas eu de déclaration ou de défense juridique de ce point. Donc on est encore dans une situation d'opacité, de flou. Oui. Et les fédérations nationales, jusqu'à maintenant, soutiennent ouvertement Infantino dans sa 4e élection, on va dire. Et ça aussi, ça pose question, parce qu'en fait, la démocratie au sein de ce sport, aujourd'hui, n'est pas véritablement promue. Alors vous écoutez France Culture, dans Question du soir, nous évoquons la popularité du football alors que s'achève la Coupe du Monde de la FIFA et je vous propose d'entendre une voix qui vous sera sans doute familière. On n'a besoin de rien pour jouer au football. Ça s'est toujours joué dans les quartiers, c'est le sport du peuple, quoi. C'est le sport du pauvre. Tous les grands joueurs français, ils sont tous issus de différentes vagues d'immigration, quoi. Les Copa, Piantoni, Platini, Zidane, Tigana, Fernandez. Pour moi, le football, ça serait un parfait exemple de comment pouvoir vivre en société ensemble, quoi.
Parce que le football, on a des gens qui viennent de partout et on forme une équipe avec des cultures différentes, des gens venant d'univers différents, tous avec leur histoire. Ils forment une équipe et ensemble, ils vont rire, ils vont se jeter dans les bras quand ils vont gagner et puis ils vont pleurer ensemble quand ils vont perdre, quoi. Voilà. C'est pour ça que c'est un sport magnifique. Voilà, Éric Cantona, vous l'aurez reconnu sur Click TV début juin. Jean-François Villotte, Éric Cantona nous dit beaucoup de choses dans ces quelques extraits, à la fois sur l'implantation sociale du football, l'implantation sociologique, son esprit, son universalité. C'est tout ça le football, c'est vraiment un sport populaire au premier sens du terme. Oui, c'est un sport populaire au premier sens du terme. Ce sont 12 000 clubs partout. 50% de ces clubs sont dans des territoires en difficulté, que ce soit des territoires en difficulté au titre de la politique de la ville ou des territoires ruraux en difficulté. La sociologie du football, des pratiquants du football, c'est pas la sociologie du rugby, c'est pas la sociologie du tennis, c'est encore moins celle du golf. C'est une réalité sociale absolument extraordinaire. Et dans ces clubs, avec 400 000 bénévoles qui les encadrent, il se joue la continuité éducative, l'apprentissage de la citoyenneté. Comment concrètement? C'est le poids des éducateurs, des entraîneurs? C'est le poids des éducateurs. C'est le poids des éducateurs. C'est les actions extrasportives qui sont conduites dans ces lieux de vie que sont les clubs. Mais c'est pas une situation idyllique. Je veux dire, il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité. C'est très compliqué. C'est tous les jours que ça se joue. Mais ce qui se constate, c'est qu'en France, comme on ne prend pas beaucoup le sport en sérieux, on néglige ce qui se joue là dans cette institution sociale qu'est le football, présente dans tous les quartiers. Et par exemple, une des phrases les plus communément entendues dans le système éducatif français, adressée à un enfant, c'est « il va falloir un moment que tu choisisses entre le sport et tes études ». Bon, eh bien, à sociologie comparable, les enfants qui jouent au foot ont de meilleurs résultats scolaires que les autres. À sociologie comparable et à milieu éducatif, les clubs qui investissent le plus dans les actions éducatives sont les clubs qui ont les meilleurs résultats sportifs. C'est ça qui se joue. En d'autres termes, le football n'est pas à l'origine de tensions. On parle beaucoup de violence. Ça n'est pas non plus l'exact reflet de la société française, parce que sa sociologie est particulière, mais c'est un des éléments de solution. Voilà. Mais qu'on néglige complètement. Les compétences qui sont acquises dans un club de foot ne sont par exemple jamais valorisées dans les cursus scolaires et universitaires, contrairement aux pays anglo-saxons. On ne prend pas en France le sport au sérieux. Alors vous rejoignez ce constat, Ségal Azri, cette implantation populaire du football, ce rôle sociétal, social du football dans la société française? Alors non, mais oui, alors, effectivement, le football est une. Alors moi, j'irais même contre l'avis d'Éric Cantona qui dit que forcément le football c'est populaire parce que c'est simple. En fait, le football c'est pas une question de simplicité. C'est une question sociale en fait. C'est une question même de rapport de pouvoir. C'est-à-dire que le football, s'il s'implante en France, c'est parce qu'il y a des organisations qui créent et qui promeuvent le football. Le premier match de l'équipe de France a été créé par le journal Loto contre la Belgique en 1904. Donc il y a cette idée que en fait, pour vendre aussi du papier, il faut créer du sport, comme ça on crée du récit sportif et ainsi de suite. Et il y a un agencement médiatique. Et le football est les produits en quelque sorte de plusieurs structures sociales, à la fois le monde du travail, à la fois le monde des médias. Enfin, il y a plusieurs acteurs qui tournent autour du football. Et effectivement, alors, par sa popularité, par sa pratique, effectivement, on a environ 2 millions de licenciés en France. Donc, c'est 2,4 millions de licenciés. C'est l'infrastructure la plus présente sur le territoire, effectivement, avec les cours de tennis. Ce sont et donc, finalement, il y a... On parle des licenciés, on parle aussi des bénévoles, par exemple les parents, qui sont toujours derrière l'organisation des matchs, qui emmènent leurs enfants au match du dimanche. Effectivement. Mais néanmoins, il ne faut peut-être pas prêter, je pense, à mon sens, au football tout un tas de vertus. C'est aussi une projection d'un imaginaire. C'est-à-dire qu'à travers le football, on projette aussi une forme d'idéal démocratique et c'est un outil pour refléter, mettre en valeur cet imaginaire-là. Mais ce n'est pas pour autant que le football permet une réalité concrète. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des vertus éducatives, mais ce n'est pas nécessairement ça qui va finalement bouleverser la société. Ce qui bouleverse la société, c'est vraiment des données beaucoup plus matérielles. Et en ce sens, par exemple, on pourrait toujours prendre l'équipe de France et notamment cette histoire des Black Bombers et notamment de symboles d'intégration sociale.
C'est pas parce qu'il y a une équipe de France multiculturelle qui réussit que potentiellement la société en elle-même se retrouve totalement bouleversée et respecte et du moins permet un pacte démocratique et égalitaire comme elle le prétend et comme elle l'aspire dans ses valeurs. Alors, Pim Verschuren, même question pour vous, à la fois sur cette implantation sociale, sociologique, ce rôle du football dans la société française. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas autour de cela, effectivement, des projections ou des visions un petit peu iréniques face à la réalité de peut-être un football à deux vitesses entre une élite qui marche très bien avec un système basé aussi beaucoup sur le football business et puis des réalités sociales beaucoup plus compliquées à la base? C'est sûr qu'il faut dissocier le football d'élite et le football populaire, enfin on va dire le football amateur. Et c'est vrai que les chiffres, le nombre de licenciés en France, voilà, c'est le premier sport de très loin. Il faut aussi ajouter les pratiquants qui ne sont pas licenciés, il y en a beaucoup. Après, il faut ajouter un bémol sur la question de la popularité. Parce qu'il y a quand même une grande partie de la société, je veux dire les filles et les femmes, qui sont aujourd'hui très peu représentées dans le football et comme dans beaucoup d'autres sports. Après, il y a eu des progrès énormes ces dernières années, mais pendant des décennies, le football féminin n'était pas du tout défendu, promu, ce qui a fait qu'il y a eu un retard historique, culturel très fort. Et aujourd'hui, on peine à rattraper ce retard, ce qui fait que lorsqu'on voit l'engouement autour de la Coupe du Monde masculine, ça cache aussi un petit peu la faiblesse des investissements derrière le football féminin, qu'il soit amateur ou professionnel d'ailleurs. Ça ne touche pas que la France, c'est un problème général qui ne touche pas uniquement les fédérations et les districts et les clubs, mais c'est un problème j'ai envie de dire, de couverture sociale du football qui aujourd'hui n'a pas l'attention qu'il mérite. Alors, Jean-François Villot, quand même, ça c'est un point important. Donc, cette féminisation du football, ça fait partie des pistes aujourd'hui qui sont explorées, j'imagine, à la FFF pour garder cet ancrage général, populaire du football et parler vraiment à tout le monde. Absolument. Les licenciés représentent seulement 10% des licenciés tout court. Par voie de conséquence, c'est très, très insuffisant. Très insuffisant. Il y a eu des stéréotypes de genre qui sont encore à l'œuvre et qui existent encore dans beaucoup d'endroits et qui font obstacle à ce que des familles inscrivent des petites filles dans les clubs de foot. Je vais prendre un exemple. Vous savez, le gouvernement a supprimé le passeport la dernière saison, qui était une aide financière aux familles les plus en difficulté, puisque c'était sous condition de ressources, pour inscrire leurs enfants dans les clubs sportifs. Dans le foot en Île-de-France, pour les moins de 14 ans, c'était les enfants de moins de 14 ans, ça produit une diminution de 7% des petits garçons, mais du double des petites filles. C'est-à-dire quand il y a encore des choix à faire entre les petits garçons et les petites filles et qu'il y a des difficultés financières, ça se fait au détriment des petites filles. Il y a encore des stéréotypes de genre qui sont à l'œuvre et quelquefois des réponses inappropriées. Bon, il faut y travailler beaucoup. On a multiplié le budget féminin par 3 et j'espère qu'on tiendra la même émission l'année prochaine pour la Coupe du Monde qui se tient au Brésil et à laquelle l'équipe de France féminine s'est qualifiée. Voilà. Mais il y a énormément de travail, y compris dans les clubs. Il faut donner une priorité à l'accueil des petites filles. Ça veut dire les meilleurs éducateurs, ça veut dire aménager les vestiaires, ça veut dire quand il y a une rareté d'équipements, ce qui est le cas en France, privilégier l'inscription des petites filles. Cette révolution, on essaye de l'aider, on n'y est pas encore, faut être très réaliste, mais c'est un enjeu absolument formidable. Absolument formidable. Le foot n'en demeure pas moins être le premier sport féminin collectif en France, avec 250 000 licenciés. Même si, effectivement, alors du point de vue du grand public, tout ça peut être perçu de façon un peu lointaine. Je fais référence au délai qu'il y avait eu pour l'attribution des droits de la Coupe du Monde de football féminine pendant le dernier mondial. On avait attendu très longtemps pour savoir si déjà les matchs allaient bien pouvoir être retransmis et qui allait les retransmettre. Absolument. Ce type de mésaventure était peut-être symptomatique. Vous avez raison. Il faut interroger tout le monde. Tout le monde a des responsabilités dans cette affaire, y compris les acheteurs de droits et les médias. Alors, c'est galaserie aussi. Alors, on vient de parler avec Jean-François Villot d'une forme de sexisme. On parlait tout à l'heure un peu aussi de racisme dans le football. Il y a aussi l'homophobie. Alors, le football est exemplaire pour ces questions d'éducation. Il est exemplaire pour ces questions d'éducation. Est-ce qu'il doit l'être ? Est-ce qu'il doit l'être ? Non, mais il y a quand même un contexte social dans lequel finalement le football aussi ne peut pas répondre à toutes les problématiques. Parce que là, on parlait du football féminin, mais on pourrait aussi parler du fait que, par exemple,
effectivement, il faut autoriser, si on reprend ce cas du football féminin, il faut permettre l'accès aux filles et notamment promouvoir la pratique féminine dans le football. Néanmoins, il y a aussi des règles aussi, qui discriminent aussi au sein même de la pratique footballistique. Par exemple, l'interdiction du port du voile fait que finalement, ça aussi évince une certaine partie de ces filles-là. C'est un cas qui n'est pas présent, par exemple, au rugby. Donc, en fait, ça montre aussi que le football est soumis toujours à des tensions. C'est pas un univers, effectivement, d'émancipation totale, mais qu'il est traversé, lui aussi, par, effectivement, des contextes politiques et sociaux. Et en ce sens, il n'est pas spécialement exemplaire, mais il est le reflet, en quelque sorte, des aspérités effectivement, de la société dans laquelle il se trouve et des tendances et des normes aussi dans lesquelles le football se trouve. Je serais intéressé de connaître les chiffres d'incidents qui auraient été constatés en raison de cette règle de neutralité à l'occasion des compétitions officielles. J'entends beaucoup parler de l'interdiction du port des voiles qui a été validée par le Conseil d'État et qui ne concerne que les compétitions officielles. Quel est le nombre d'incidents que ces rencontres ont provoqué ? C'est epsilonesque, je vous assure. Et je voudrais revenir sur cette règle, si vous me permettez. Alors, c'est mots, quoi plaît, la neutralité ? C'est quoi ? C'est dire qu'à l'occasion d'une rencontre sportive, aucune différence ne doit être essentialisée pour que ça soit des rencontres qui rassemblent tout le monde. Tout le monde. Et que la rencontre sportive ne soit jamais le prétexte à d'autres antagonismes que sportifs. Jamais. Donc c'est une question de contexte. Oui, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une preuve d'antagonisme que finalement permettre à des filles qui elles-mêmes sont socialisées forcément à une autre coutume, à un autre registre d'existence que de enfin, je veux dire, c'est pas forcément antagoniste. Je veux dire, on peut aussi très bien porter le voile. Et justement, les travaux. Alors, au-delà des chiffres, moi, je peux vous citer des travaux qui montrent que justement, c'est une transition négociée. C'est-à-dire que les personnes portant le voile et qui vont faire du rugby, notamment les jeunes du football et qui vont au club de foot pour s'inscrire, montrent justement qu'elles négocient un peu leur régime d'appartenance, leur socialisation primaire, leur croyance et leur mode de vie avec l'espace sportif. Et au contraire, ça permettrait à tout hasard justement de créer une cohésion sociale plus qu'un rejet. Et il s'agit en plus en question, quand on parle de cette question-là, on sait aussi, ce ne sont pas des agents de l'État, ils ne sont pas représentatifs de l'État, ils viennent juste aussi permettre aussi par le sport de participer au principe d'intégration. Alors il faut que la parole tourne, si vous le voulez bien, on va interroger quand même Pim Verschuren sur cette question. On est dans parce le champ que du service public. le Pim Verschuren, est-ce que vous rejoignez ce constat? Alors déjà, voilà, d'un football qui n'est pas si pur que ça, pas forcément si exemplaire, mais qui est en tout cas confronté aux aspérités de la société qui doit faire avec, justement. Oui, alors c'est vrai que le football est traversé par tous ces enjeux sociétaux qui le dépassent, mais malgré tout, pendant de très nombreuses années, les chants homophobes dans les stades, les phénomènes de violence et de harcèlement dans les vestiaires vis-à-vis des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons, n'ont pas eu des mesures et de politiques, on va dire, très fermes de la part des fédérations en France ou ailleurs. Il y a eu là aussi des progrès récemment, mais on peut aussi questionner l'efficacité des différentes mesures en place sur l'ensemble du territoire. Évidemment, c'est compliqué, mais il faut quand même souligner que pendant de très nombreuses années, les autorités en charge, privées et publiques, n'ont pas vraiment pris la mesure de ces différents problèmes. Sur la question du voile, je rejoins tout à fait ce qui a été dit en dernier lieu, et j'ajoute aussi que sur la question des incidences, l'absence d'incidence sur les compétitions officielle n'empêche pas que derrière, il y a des questions d'image, des questions de stigmatisation qui peuvent avoir des effets indirects très forts sur des jeunes filles, des communautés, et aussi avoir des effets d'ailleurs politiques. Donc je crois que là aussi, on n'a pas mesuré en termes d'incidence, mais il faudrait aussi le mesurer en termes sociologiques sur le long terme, ce que cette interdiction a pu représenter. Je rappelle que c'est une interdiction qui est quasi unique au monde, donc là aussi il y a des questions qui se posent, mais ça va dépasser, je crois, le cadre de cette émission. Alors en tout cas, le football face aux réalités sociales, sociologiques de son époque, donc on vient d'en parler. Il faut s'arrêter aussi quelques instants sur le rapport du football à l'argent. Je vous propose d'écouter quelques mots de supporters d'un club populaire, le Red Star, dans une vidéo du Parisien. Allez, Red Star, allez, 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 allez. C'est mieux qu'aller au Parc des Princes de venir ici. C'est vraiment un super stade, il y a une super ambiance. Franchement, nickel. C'est du foot populaire.
Il y en a, à Paris, ça n'existe pas. Le PSG, c'est pas du foot populaire. Parce que ici, la place, tu payes 10 balles pour rentrer. Et puis, il y a vraiment une vraie ambiance, quoi. Alors que PSG, maintenant, c'est 60-70 € la place. C'est plus accessible à tout le monde, alors qu'ici, c'est un vrai foot, quoi. Le foot qu'on aime, quoi. On n'est pas là pour les résultats, on est là juste pour kiffer, pour chanter. On est debout pendant 1h30 et c'est ça qu'on aime en fait. Voilà, l'enthousiasme est un peu plus que cela même, des supporters du Red Star, club emblématique du football populaire à Paris et à Saint-Ouen. Jean-François Vilotte, est-ce que c'est important ce rapport à l'argent qui est évoqué ici en quelques mots, des places à 10 €? C'est ça aussi le billet d'entrée pour communiquer dans la ferveur populaire du football. Évidemment, c'est important qu'on puisse accéder au stade. Le prix moyen d'accès dans les stades de l'Ain, c'est le prix moyen d'une place de cinéma. Sur l'enjeu sociétal, juste un mot, la première des choses que Philippe Diallo a faites, et je l'ai rejoint à ce moment-là, c'est de redéfinir le projet associatif de la Fédé en disant qu'il y a 2 objectifs principaux. C'est la performance sportive et la performance sociétale. Et qu'il fallait agir contre l'homophobie, contre le racisme. Il fallait qu'on ait des actions de formation, de sensibilisation et des sanctions. Voilà. Et ça, c'est suivi des faits en matière d'interruption de matchs, etc. On se bat pour ça. Voilà. On se bat littéralement pour ça, parce que la performance sociétale est au cœur de notre projet associatif aujourd'hui. C'est Gab Nasri, un football populaire, c'est un football accessible ? Alors c'est un football accessible, mais là, si on prend l'exemple du Red Star, en l'occurrence, il faut rappeler aussi comment le football se situe à la fois géographiquement et socialement parlant. Le Red Star, pour le coup, c'est dans un quartier... C'est l'autre club parisien. C'est l'autre club parisien qui est quand même fréquenté aussi par des gens qui vivent plus souvent aux alentours de Saint-Ouen, donc forcément un quartier très gentrifié avec une population diplômée qui a aussi une conscience aussi de ce que doit être le football. Là, on a entendu dans l'extrait justement cette forme d'opposition au Paris Saint-Germain. Effectivement, le stade du Paris Saint-Germain a mis en place tout un tas de procédés qui font qu'effectivement l'accès au stade est d'autant plus cher. Mais néanmoins, ce qu'on a vu lors notamment des finales, notamment des 2 dernières finales de Ligue des Champions, c'est au contraire un rassemblement même plus grand d'autres espaces, souvent des quartiers populaires, des gens qui n'ont même pas accès au Red Star ni même encore moins au Parc des Princes. Et du coup, il y a quand même cette adhésion qui se fait de manière peut-être plus diffuse, cette adhésion beaucoup plus diffuse, mais qui en moins rassemble les gens. Donc le football populaire, les places à 10 €, c'est très très bien, mais néanmoins aussi, il faut aussi penser à d'autres gens qui sont encore loin de ces espaces-là. Alors, Pim Verschuren, même question pour vous, puis on va achever l'émission avec vous, je crois bien, parce qu'on arrive malheureusement au terme de cette émission. Alors, le football doit-il rester accessible pour être populaire et garder son empreinte populaire ? Je crois que c'est important au regard de la vocation du sport moderne et en particulier du football qui est aujourd'hui détenu donc par des clubs qui sont sur des zones, on va dire, de chalandise, mais aussi qui ont des liens avec des parties prenantes publiques et privées à l'échelle locale et qui ne peuvent pas devenir uniquement des multinationales et s'adresser, comme le fait parfois le PSG, à l'échelle mondiale à des consommateurs asiatiques, etc. Donc je crois aujourd'hui qu'il est important de rester connecté entre ce football d'élite et le football amateur. C'est une volonté aussi de la part du législateur français, des législateurs européens, de garder ce modèle dit européen. On a une solidarité et une redistribution vers la base. Et je crois que c'est ça qui va différencier aussi le sport européen du sport américain. Donc je crois que c'est essentiel si on veut que le sport aujourd'hui reste intégré dans le tissu sociétal qui fait aussi sa richesse. Bien, merci à tous les trois, Jean-François Vilotte, Segia Lazri, Pim Verschuren, d'avoir été au micro de Questions du Soir. Et pour continuer ces réflexions autour du football, je vous invite à écouter le magazine du week-end d'Oumi Diallo, qui se penchera demain sur les supportrices. Ce sera donc ce samedi midi. Et je vous invite également à écouter le très beau documentaire de Léa Varin, La légende de paix, l'OM dans le cœur, pour une histoire particulière. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission, Tom Humlenstock, Aloïs Guérin, Juliette Moïc, Adèle Triol, Colline Guillot, à la réalisation, Léa Racine, à la technique, Ludovic Auger.